Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la période d'Halloween, alors aujourd'hui, une histoire d'Halloween. Et bien entendu, et comme d'habitude, le récit d'aujourd'hui sera terrifiant, angoissant et horrifique, mais la fin, chers amis, la fin est affreuse. Et je ne doute pas qu'elle suscitera chez vous énormément de réactions, et on y vient puisqu'on va débuter. Et juste avant, je suis extrêmement reconnaissant envers vous parce que la chaîne est en train d'exploser, il n'y a pas d'autre mot, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et nous, eh bien, débutons. Pour les événements d'aujourd'hui, nous devons nous rendre au Canada, à l'ouest du pays, dans une petite ville nommée Armstrong, qui se situe en Colombie-Britannique, non loin des États-Unis et de la ville de Seattle. Et comme vous l'aurez compris, nous sommes le soir de la célébration de la fête d'Halloween, simplement nous devons reculer de quelques années pour remonter jusqu'en 2011, puisque ce moment de l'année est l'un des préférés d'une jeune femme pétillante prénommée Taylor Jade Van Dist. Taylor a tout juste 18 ans, elle vient de finir ses études au lycée, elle a obtenu son diplôme, elle a même obtenu son permis, et dans sa vie, tout roule, tout va bien. Malheureusement, la jeune femme grandit, et elle sait pertinemment que cet Halloween en 2011 est très certainement l'un des derniers qu'elle pourra célébrer de la façon suivante, en allant dans la rue et en réclamant des bonbons. Ce qui l'attriste fortement, puisque lors des éditions précédentes, elle prenait un énorme plaisir à aller réclamer des bonbons ou des farces au voisinage. Et pour sa dernière chasse aux bonbons, l'adolescente ne va pas s'apitoyer sur son sort et va décider de célébrer comme il se doit Halloween. Le déguisement de Taylor va porter sur le thème des morts vivants, puisqu'elle va choisir de se déguiser en zombie. Un coup de maquillage pour pâlir le visage et le rendre à l'aspect maladif, du faux sang pour simuler des blessures et des profondes plaies, et bien entendu, des habits débraillés et troués afin que la silhouette soit effrayante. La tenue est totalement réussie. Taylor est donc prête à se rendre dans la rue pour réclamer des bonbons. Et habituellement, cette période, la mère voit ses deux filles sortir pour essayer d'aller récupérer le plus de friandises. Mais cette fois-ci, Kirsty, la sœur de Taylor, eh bien n'a pas pu se rendre à cette célébration. La jeune adolescente, alors avec son look de zombie, va rejoindre trois amis, Colton, Clay et Zoé. Évidemment, Halloween est une tradition aux États-Unis et au Canada. Néanmoins, c'est vrai que laisser des enfants tout seuls comme ça dans la rue, toquer chez des inconnus, peut laisser pensif et éventuellement inquiété. Et précisons que la ville d'Armstrong est une petite ville d'à peu près 5000 habitants seulement et le taux de criminalité là-bas est proche de zéro. Il y a alors une confiance accrue dans ce genre d'événements et les parents n'hésitent pas à laisser leurs enfants aller s'amuser de cette manière. La nuit tombée alors, les rues d'Armstrong étaient remplies de jeunes enfants et d'adolescents qui essayaient de récupérer un maximum de bonbons. Taylor, quant à elle, quitte la maison à 17h50 pour rejoindre les trois amis que je vous ai cités auparavant, et pour ce faire, elle utilise un itinéraire très fréquenté. Il s'agit là d'une route empruntée par pas mal de monde, puisque c'est un accès principal qui mène à l'école primaire, et en plus de ça, il est éclairé, donc a priori, un très bon accès. Mais Taylor n'est pas une fille inconsciente pour autant, et lorsqu'elle est seule dans la rue, elle marche tout de même avec son téléphone à la main au cas où il y aurait un souci et qu'elle puisse contacter qui que ce soit aussi rapidement que possible. Et 10 minutes après le départ de la jeune fille de sa maison, à 18h donc, Colton reçoit un message de celle-ci. Et le texto n'est absolument pas rassurant puisqu'il indique « Je suis suivi ». Mais Colton remarque aussitôt quelque chose, que ce SMS, malgré le peu de mots qu'il contient, est composé d'énormément de fautes d'orthographe, ce qui est inhabituel pour Taylor. Et le fait que ce message soit aussi succinct n'est pas dans les habitudes non plus de la jeune fille. Colton, alors aussitôt, décide de l'appeler. Malheureusement, il n'y aura aucune réponse de la jeune adolescente. Colton, Zoé et Clay prennent alors la décision de monter en voiture pour retrouver leur ami. Ils vont conduire un moment, fenêtre ouverte, en criant le nom de Taylor pour essayer d'obtenir une réponse et de la localiser. Et les recherches sont infructueuses jusque-là, et pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Kirsty, la sœur de Taylor, reçoit un appel des plus étranges. À 19h30, Kirsty reçoit bien un appel de sa sœur. Mais ce n'est pas elle qui est au bout du fil. C'est un groupe de garçons du coin en train d'expliquer à Kirsty
qu'ils ont retrouvé le téléphone de Taylor et qu'ils étaient en train de descendre le répertoire pour essayer de trouver quelqu'un à qui le rendre. Kirsty ne s'inquiète pas plus que ça et elle est même soulagée qu'un groupe de garçons propose leur aide pour ramener le téléphone. Elle sait que sa sœur est sortie avec des amis pour fêter Halloween et elle a peut-être tout simplement perdu son téléphone mobile. Et comme elle était au fait que sa sœur devait célébrer Halloween avec Colton, Zoé et Clay, elle décide d'appeler cette dernière pour la prévenir que des garçons ont trouvé le téléphone de sa sœur. C'est alors que la terrible nouvelle est annoncée à Kirsty. Les trois amis lui expliquent qu'ils n'ont pas retrouvé Taylor et qu'en réalité, elle ne les a même jamais rejoints. Désormais, la famille de Taylor est informée que celle-ci a disparu sur son trajet pour rejoindre ses amis. Immédiatement, sa mère décide d'appeler la police et de signaler la disparition. Et comme le téléphone de la jeune fille, selon le groupe de garçons qui l'a retrouvé, se situait proche de la voie ferrée, les recherches vont commencer par ce secteur. Et l'initiative a été bonne, puisqu'à 20h45, Taylor est retrouvée inconsciente proche des rails. Inconsciente mais en vie. Néanmoins, les marques sur son corps, ainsi que le sang qui se trouve un peu partout, indiquent qu'elle a vécu quelque chose de terrible. Une ambulance est dépêchée en urgence pour transférer la jeune femme à l'hôpital le plus proche. Et en toute logique, les médecins ont d'abord pensé qu'elle avait été heurtée par un train. Et après des analyses plus poussées, les docteurs vont comprendre que le train n'y est pour rien, que la femme, en réalité, a été violemment agressée. Une agression si brutale d'ailleurs que les médecins ne pourront pas sauver la vie de la jeune Taylor, qui décédera le lendemain matin. La communauté d'Armstrong étant étroitement liée, la nouvelle se répand rapidement et les habitants sont horrifiés. Car la jeune femme a été agressée sur un lieu public et les premiers témoignages expliquent que les cris de la jeune fille ont été entendus par des personnes. Et en temps normal, elles auraient réagi. Ces individus auraient compris qu'une situation anormale se déroulait, qu'il y avait une agression. Mais pas le soir d'Halloween. Et oui, s'il y a bien un soir dans l'année où des actes violents commis en public peuvent passer inaperçus, c'est celui d'Halloween. Les personnes qui ont entendu les cris ont tout simplement pensé qu'il s'agissait là d'enfants en train de jouer et de plaisanter. Quelques jours plus tard, l'analyse du corps de Taylor va parler. Et la violence à laquelle la jeune femme a dû faire face est confirmée. Elle a été étranglée et également battue. Elle a reçu de nombreux coups à la tête au nombre de 6 et l'un d'entre eux a fracturé le crâne, générant une lésion cérébrale importante. L'autopsie démontre également le courage dont a fait preuve Taylor face à son agresseur, puisque son corps est couvert de blessures défensives. Durant la bataille, 2 de ses doigts ont été fracturés. Il y a également de profondes marques de griffures au niveau du cou, comme si elle essayait de placer ses mains entre l'objet qui était en train de l'étrangler et son cou. Et même si Taylor aura perdu la vie lors de ce combat, celui-ci n'aura pas été vain, puisque de l'ADN du fait de la hargne de la jeune fille sont retrouvés sous ses ongles. Et une lueur d'espoir va jaillir, puisque l'ADN va correspondre à un ADN déjà dans la base de données des policiers. Mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement cet ADN a matché, et il peut être relié à une affaire d'agression datant de 2005, soit 6 ans auparavant. La mauvaise nouvelle, malheureusement, c'est que cette affaire n'a jamais été résolue, et que l'ADN trouvé n'a pas de propriétaire connu. Et une piste émane alors de cette trouvaille, puisque la police va décider d'aller rencontrer cette victime datant de 2005 pour essayer d'établir un portrait robot. Malgré les années s'étant écoulées, la victime de l'année 2005 va faire un maximum d'efforts pour essayer de donner aux enquêteurs un maximum de détails sur cette personne. Et un portrait robot va être généré. Il semblerait qu'il s'agisse là d'un homme de type caucasien, âgé de 25 ans à peu près, et de très forte corpulence. Et la description ne s'arrête pas là, et elle est même assez fine, puisque la victime de l'année 2005 va préciser que l'homme avait d'épais sourcils, des cheveux courts, et surtout des pattes. Celles-ci descendent très bas sur les joues, et évidemment, même si 6 années sont passées d'ici là, si l'individu a gardé ce style, cela peut être un indice précieux. Les enquêteurs commencent alors à collecter de plus en plus d'indices. Ils savent que Taylor s'est débattu. Ils se doutent alors que l'homme qu'ils doivent rechercher dans les prochains jours devrait avoir des traces de combat. Ils ont une description somme toute précise aussi, et ils vont alors ne pas perdre de temps pour lancer la recherche. La police va décider de rendre ces informations et ces éléments publics, afin qu'ils reçoivent quelques retours qui pourraient potentiellement les aider. Et il faut dire que cela va bien fonctionner,
très bien même. En 24 heures, ils ne reçoivent pas moins de 150 coups de fil avec des précisions pour leur affaire. Et après la diffusion du portrait robot, il y a un nom qui revient très fréquemment. Matthew Forster, âgé de 25 ans, qui habite dans la cité voisine de Cherryville, est désigné à de nombreuses reprises. Cherryville est une toute petite bourgade d'à peine 600 habitants, mais sur ces 600 habitants, il y en a 30 qui ont pointé du doigt Matthew Forster. Les enquêteurs alors ne perdent pas de temps et pour éviter que Matthew s'enfuit, ils se rendent immédiatement à son appartement et cernent l'immeuble. Mais même si la diffusion publique de ces informations a permis de faire avancer l'enquête, cela a également mis la puce à l'oreille de Matthew, car lorsque les enquêteurs se sont rendus à son appartement, il paraissait évident qu'il s'était enfui. Le fils étant introuvable, les agents de police vont alors tout logiquement se rabattre sur son père. Stephen Forster est alors interrogé sur la localisation possible de son fils, mais celui-ci ignore où Matthew peut se trouver. Mais la police ne va pas prendre pour argent comptant l'ensemble des mots qui sortent de la bouche de Stephen Forster, parce que celui-ci a un casier long comme le bras, ce qui permet de douter. N'ayant pas d'autres pistes, et celle de Matthew étant la plus chaude, la police va décider de ne pas abandonner et va mettre sur écoute le père. Une très bonne intuition puisque les rapports de conversation entre le paternel et son fils vont clairement établir que le père sait exactement où Matthew se trouve. Et cela va même au-delà des espérances de la police, puisqu'en réalité, son propre père lui a offert une nouvelle identité et lui a donné le moyen de s'échapper. Matthew Forster a totalement changé de vie. Il a une nouvelle identité, un nouveau permis, une nouvelle carte bancaire, ainsi qu'un nouveau numéro de sécurité sociale. Les enquêteurs vont alors apprendre que Matthew n'est plus dans les parages. Grâce à sa nouvelle identité, il a déménagé du côté de Collingwood, en Ontario. Et le 4 avril 2012, son passé va le rattraper, puisqu'il est temps pour la police de passer les bracelets à Matthew devant l'hôtel où il vivait. La première chose qui est réalisée, pour confondre le suspect avec les agressions de 2005 et de Taylor en 2011, c'est le prélèvement de son ADN. Et presque sans surprise, une correspondance est établie avec l'ADN. Mais cela va aller plus loin, puisqu'une troisième affaire va même correspondre. En 2004, Callie, une jeune femme qui est en train de dormir paisiblement dans sa maison, sera agressée sexuellement par Matthew qui s'était introduit chez elle. Et là où ça devient glaçant, c'est que Callie n'a jamais su qu'il s'agissait en réalité de son voisin, puisque Matthew, ce soir-là, portait un masque. Et 8 ans plus tard, elle apprendra donc que la personne qui vivait à côté d'elle était son agresseur. Devant les preuves irréfutables, Matthew va rapidement craquer sans que les enquêteurs aient la nécessité de mettre une quelconque pression sur lui. Il expliquera que le soir où il a croisé Taylor, il n'avait pas prévu d'agresser qui que ce soit. Mais il était sous l'influence de substances et d'alcool, ce qui a accéléré son processus. Selon ses dires, il voulait tout simplement rencontrer une femme ce soir-là lorsqu'il a vu Taylor et a décidé de la suivre. Et à un moment propice, lorsqu'il n'y avait aucun témoin autour, il a choisi de lancer son attaque contre elle. Il l'a jetée au sol, a essayé de la maîtriser mais ne s'attendait pas à ce que la jeune femme se batte autant pour sa vie. C'est alors qu'il a décidé de la frapper à la tête avec une lampe de poche. Le but étant qu'elle cesse de se débattre, ce qui est arrivé, mais il a constaté par la suite qu'elle était toujours en vie. Il s'est alors saisi d'un lacet et a commencé à l'étrangler. Une fois qu'il a pensé que la jeune femme était décédée, ce qui n'était pas le cas, souvenez-vous, il a récupéré tous les objets compromettants, les a jetés dans une benne et est reparti avec sa voiture. Matthew Forster est inculpé pour meurtre au premier degré. Mais attendez bien le dénouement. Son père, Stephen, est également visé pour obstruction à la justice ainsi que complicité de meurtre. Et lui sera condamné pour une peine de 3 ans d'emprisonnement. Son fils est condamné quant à lui, après seulement 24 heures de délibération, et pour les 3 crimes, à la prison à vie, avec une peine de sûreté d'au moins 25 ans. Justice semble être rendue. Malheureusement, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Pour des questions d'erreur de procédure, lors de l'arrestation de Matthew, un deuxième procès, une nouvelle chance, va lui être offerte. Et cette fois-ci, il va plaider coupable, et il ne sera alors plus qu'inculpé pour des meurtres au second degré, ce qui engendre derrière une peine allégée. Et comme à ce moment, il décide de plaider coupable, il n'y a pas de procès. Une peine va directement lui être signifiée. La prison à vie sera toujours requise contre Matthew. Mais cette fois-ci, la peine de sûreté ne sera plus de 25 ans,
et de 17 ans, soit une réduction de 8 ans, ce qui est énorme quand on sait qu'il a commis 3 crimes. Voici, malheureusement, une nouvelle preuve que la justice peut être aléatoire par moment et également mal porter son nom. En tout cas, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo et après le récit que je viens de vous conter, faites attention à vos bambins. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait frissonner, bien que la fin est quelque peu énervante. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao.